BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, on croule et on s'écroule sous le poids de la dette, mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va faire le point sur cette semaine riche en événements, sur l'économie, la finance, les marchés et votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est Italie, ce match dont on nous parle tous les jours. Est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que vraiment l'Italie va mieux que nous? J'ai une question à poser à mes invités, la question macro. La France est-elle vraiment un pays libéral? Je vais vous donner tout de suite ma réponse. Je pense que nous avons le modèle qui est le plus proche du modèle dont rêvait Karl Marx. Donc voilà, le débat est lancé. Le chiffre de la semaine, j'hésitais entre le chiffre de la dette française, mais bon, on va en reparler, et le chiffre de la croissance mondiale. J'ai choisi la croissance mondiale, les prévisions pour 2026, un peu en baisse, 2,9%, on va expliquer pourquoi. Deuxième partie de l'émission, où va la bourse? Quelles allocations d'actifs? Quel placement privilégié? Quel est le top 3 des gérants, le top ou flop de la semaine et les actions à acheter ou vendre? Mais vous le savez, non? Bah oui. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. En Occitanie, dans l'est du Gard, il y a un petit village qui s'appelle Uzès. Et dans ce village, il y a une gérante de talent qu'on appelle la financière d'Uzès, Stéphanie Mauger. Merci d'être venue. Le train, ça fonctionnait bien. Vous êtes bonjour Marc. Vous êtes venu à cheval de la financière d'Uzès? Tout à fait. Mais je préférais quand vous me parliez du ski nautique sur la Seine. Mais oui, alors on est à Paris, à Lille, à Cannes, à Annecy, à Saint-Étienne, à Lyon, mais on n'est pas Uzès. On est rue d'Uzès. Bon, alors lui, est-ce que je dois le présenter? Je sais pas, je demande à la régie dans l'oreillette. On me dit que non parce qu'il a son fan club au sein de BFM. Et en plus, c'est le puits d'histoire économique de la chaîne et pas que Wilfried Galland. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes directeur de la stratégie de Montpensier Arbevet et directeur général. Oui, tout à fait. Je les accumule. C'est un peu comme les décorations. À passer un certain âge, on aime bien les collectionner. C'est comme en URSS, quoi. C'est un grand spécialiste des petites valeurs et maintenant, vous pouvez le suivre en vous abonnant à sa newsletter. Eric Lewin, vous êtes président de L Finance. La newsletter, comment on s'y abonne? C'est chez Kessel, c'est ça? C'est chez Kessel Media. Vous pouvez nous expliquer comment ça va? Il suffit juste de mettre son adresse email, c'est gratuit. Il y a des... On va sur quel site? Kessel Media. D'accord, et on tape Eric Lewin. On tape Eric Lewin et on s'abonne. Et c'est une newsletter quotidienne. Ouais, sur les small limits. Voilà. Qui est très bien d'ailleurs. Merci Marc, c'est gentil. Premier compliment de votre part, c'est gentil. Hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle année? Pourquoi vous êtes sympa comme ça aujourd'hui? Non, parce que derrière, je vais vous démolir. Ouais. C'est comme d'habitude. Quand on vit en Bretagne, on a l'habitude de prévoir les tempêtes. C'est grâce à cela qu'elle maîtrise l'art de la prévision économique. Alors c'est une nouvelle entrante. Alors je vais vous demander de l'applaudir déjà, ça peut être sympa. Ouais, bravo. Voilà, c'est gentil. Et surtout bonne chance, de la bisuter, parce qu'elle rentre dans notre club d'économistes éclairés. Léa Dauphin, vous êtes chief économiste chez TAC Economics. D'abord, merci d'être venu. Puis merci pour la présentation. Ben voilà, vous êtes... Elle est un peu timide, Marc, quand même. Non, vous êtes chez vous, là, ça y est. Donc, j'espère que vous reviendrez régulièrement. Enfin, on verra, ça dépend du visitage. Ouais, ça dépend de ce qui va se passer aujourd'hui. Vous nous expliquez ce que fait TAC Economics? Ouais, on est une boîte. Alors, nous, on est basé en Bretagne, pour le coup, à Rennes. On existe depuis 30 ans. Et en fait, on fait du conseil indépendant pour les grandes boîtes, les asset managers et les banques. Et on fonde tous nos résultats sur des modèles et de l'IA. Donc c'est mon avis que vous entendez, mais en fait derrière il y a une batterie d'indicateurs qui permettent de ne pas mettre le biais d'économistes dans les résultats et qui donnent des conseils pour tout le monde. Qui donnent des conseils sur quoi alors par exemple? Donnez-moi un exemple précis. Les taux, la bourse, l'économie, où est-ce qu'il faut investir, quel pays choisir, qu'est-ce qu'on fait de Trump. Est-ce qu'il faut s'abonner à la newsletter d'Eric? C'est extra, ça. Ouais, c'est génial. Allez, le mot de la semaine c'est Italie. Bah oui. Une occasion de la mettre dans l'émission. J'ai fait le thème pour mettre la chanson et pas dans l'autre sens. Depuis des semaines, franchement, on n'arrête pas de parler de l'Italie, dire que l'Italie fait mieux que la France, que les taux d'intérêt au niveau italien commencent à être... Alors, on est au même niveau que la France. Est-ce que c'est vraiment le cas dans ce match France-Italie? Il y a beaucoup de bruit, Wilfried Galland, beaucoup de fantasmes. D'un coup, Giorgia Meloni, c'est le nouveau génie, c'est le nouveau Schröder. Et nous, on est vraiment à la ramasse. La réalité, je voudrais qu'on essaye de se baser sur des faits et des chiffres. En fait, la réalité, c'est que l'Italie a quelque chose que nous, on a totalement perdu. C'est l'Italie a le sens du temps long en économie.
et les réformes ne font pas l'objet de retours en arrière brutaux et de remise en cause directe. Lorsque l'Italie a eu une crise majeure en 2011, Mario Monti a pris le pouvoir dans sa gouvernement technique et il a décidé, premier élément, de dire je vais réformer les retraites. À l'époque, les retraites en Italie, c'était 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. 70% de taux de remplacement du dernier salaire. C'est passé à 67 ans pour tout le monde et on a augmenté la durée de cotisation pour baisser. Personne ne l'a remise en cause. Personne, aucun gouvernement. Lorsque Matteo Renzi vient en 2015, il dit tiens, ce serait peut-être une bonne idée de faire un impôt forfaitaire pour attirer les personnes fortunées et qui veulent créer des business ici. 200 000 euros. Je vais créer ça. Personne ne l'a remise en cause. Et en fait, quand Giorgia Meloni prend le pouvoir, effectivement, il y a 3 ans, Giorgia Meloni, dans sa campagne, dit je vais rajouter du pouvoir d'achat, réindexer les retraites. Elle ne le fait pas en fait. Elle ne le fait pas et ça n'est pas un problème pour les Italiens. Et donc ils arrivent effectivement à se relancer. Alors il reste des problèmes parce qu'ils viennent de très très loin. Ils ont encore 135% de dette sur PIB. On va les rattraper, on va se croiser. On va se croiser, ça va prendre un peu de temps. Ils ont un gros problème de productivité. Ouais. Aujourd'hui, l'Italie, le vrai sujet, c'est la productivité qui n'est pas au niveau où elle devrait être, et évidemment un problème démographique, donc rien n'est simple non plus en Italie, mais au moins, il y a cette sensation que tout le monde veut tirer dans le même sens. Léa, aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres sur l'Italie et sur la France, de façon très objective, qu'est-ce que ça donne ? Modèle. En fait, il y a une question de temps en fait sur l'Italie. Aujourd'hui, c'est mieux pour l'Italie que pour la France. On est à peu près à des rythmes de croissance qui sont similaires, mais la croissance italienne augmente, la nôtre décélère, la nôtre c'est du stock et eux c'est de l'investissement. Et c'est ça aussi le point clé. Il ne faut pas oublier que l'Italie a eu accès au plan NGU, donc au plan de soutien post-Covid, à peu près 180 milliards dans l'économie, dont elle se sert, qu'elle utilise et que la France n'a pas eu. Donc en fait, attendez, c'est important ce que vous dites. Est-ce que c'est ça la clé de la croissance? C'est-à-dire, sans ce plan-là, est-ce qu'il serait aussi mauvais que nous? Oui. Alors, ce qui serait aussi mauvais que nous, ça se discute. Mais en tout cas, c'est un vrai boost. Sur les 175 milliards de passés, il y en a à peu près 75 qui ont été déboursés aujourd'hui sur l'Italie. Donc c'est vraiment un plan d'investissement massif. Quand on regarde les composantes de la croissance, on a un boost d'investissement qu'on n'a pas. Donc ça explique déjà un peu... Ça explique en partie. Maintenant, je mets quand même beaucoup de bémols sur la situation Italie versus France. Aujourd'hui, oui, certes, ils ont stabilisé leur dette, mais leur dette est élevée et n'importe quel choc qui arrivera sur l'économie la fera repartir à la hausse. Le deuxième point, c'est qu'on disait qu'il y a 75% des plans NGU qui ont été versés à l'Italie, mais dans ces 75%, il y en a que 35% seulement qui ont été appliqués. L'Italie a toujours du retard au démarrage pour plein d'ordres de considérations politiques et autres, ce qui fait que pour l'instant, si elle ne va pas à terme de ses plans en 2026 et qu'elle n'utilise pas la totalité, elle ne les aura pas. Donc on a encore un sentiment que l'Italie va bien parce que ce boost-là arrive, mais derrière, en fait, tous les problèmes structurels sont encore là. Il y a une crise démographique. Donc on ne pourra pas résoudre. On a toujours cette scission du pays quand même. Il y a la scission du pays. Tu parlais tout à l'heure, Wilfried, de la productivité. Mais la productivité entre le nord et le sud... rien à voir, absolument. Ouais. Absolument. Et puis, même le tissu économique n'a rien à voir. Le tissu économique. Il y a les questions de main-d'œuvre et d'immigration. En 2028, ils ont besoin d'1 million de travailleurs supplémentaires. Ils sont déjà aujourd'hui en manque de 2,5 millions de travailleurs. Et à horizon long, et c'est ça où c'est important, à horizon 2060, le nombre d'Italiens entre 20 et 64 ans baissera de 34%. En comparaison à l'OCDE, c'est 8%. Les robots, non? Il faudra voir d'ici là. Le prochain Italien sera un robot. Mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que l'Italie, aujourd'hui, ça va très bien amené par ces boosts-là et par cette stabilité italienne. Oui, une vision instantanée. Exactement. C'est bon, mais vous dites en tendance, il faut voir 2030, ce que ça va donner. On n'est pas sûr que les plans auront vraiment un effet. La croissance potentielle italienne, elle est sous les 1 et en France, on est quand même au-dessus. Et on a des gros problèmes démographiques et structurels qui ne seront pas résolus. Donc c'est du bien pour le court terme, mais à 2030, les problèmes italiens sont encore là. C'est pas un modèle, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est pas un modèle. Éric Lewin, sur la bourse, on ressent cette différence-là. Il y a plus, la bourse italienne n'est plus. La bourse 2 à 0. C'est pas la peine de fermer votre. Non, mais je ferme ma veste, c'est pas ça. Non, mais ça arrive. Voilà. La première pique pour me déstabiliser, il n'y arrivera pas. Vous n'arriverez pas à respirer après. C'est ça, je suis trop gras, c'est ça. Bon, 2-0 pour l'Italie. Alors sur la bourse, évidemment, depuis le début de l'année, plus 24% pour le MIB italien contre plus 6 pour Paris. Pourquoi? Quand même. Il y a deux très très grosses capitalisations qui tirent le marché. C'est Banque Intesa et Unicredit qui sont les deux plus fortes capitalisations, qui est entre 40 et 50%.
Et sur 5 ans, j'ai regardé, parce que vous auriez pu me dire oui, mais depuis le début de l'année, sur 5 ans, c'est plus 120% pour le MIB, plus 60% pour le CAC. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis sur les IPO, alors là, nous, on est à une IPO depuis le début de l'année, la pauvre Semco Technologies qui se tient bien dans les semi-conducteurs. Il y a eu 15 IPO en Italie. Pourquoi ? Parce que le marché Euronext Growth Italia, il y a moins de contraintes, il y a moins de coûts, on favorise beaucoup plus le tissu du PME. Donc là, le match est complètement plié, malheureusement, sur l'aspect financier entre la France et l'Italie. Oui, mais alors... Stéphanie, oui, mais alors... Elle a raison. Oui, non, mais en fait, tu as tout à fait raison, Eric, sur le nombre d'IPO. Alors, c'est vrai qu'il y a l'Italie qui a mis en place beaucoup d'incentives pour s'introduire en bourse. Justement, toutes ces PME et toutes les PME du Sud aussi, notamment, vont bénéficier de prise en charge complète de leurs coûts d'introduction, de subventions, etc., de réduction d'impôts. Et on a beaucoup de ces IPO qui, effectivement, je les ai listés là, en fait, se sont introduites, mais ont mis en bourse entre 10 et 20% de leur capital. Donc, sur des petites capis, en plus. Sur des petites capis. Sans liquidité. Alors, avec une liquidité, ça traite tous les jours, hein, mais donc ça reste des micro-caps, small-caps. Et ces sociétés ont effectivement beaucoup bénéficié, celles qui ont bien marché, notamment celle de l'année dernière. Il y a iCoop, il y a Riway, de tout ce plan de relance et de reconstruction. Donc, il y a des boîtes dans les tunnels, les routes, les ponts. Il y a Nextgeo. Donc il y a un dynamisme boursier quand même. Exactement, qui est réel. Et effectivement, alors il y a aussi en plus des mécanismes intéressants quand les sociétés font leur target d'EBITDA, notamment iCoop, c'est le cas. Quand elle fait 40% d'EBITDA annoncés, elle a le droit de se reluer. Donc c'est des mécanismes quand même assez intéressants et originaux pour driver l'argent vers ces PME. En fait, attendez, les banques, c'est quand même 45% de la capitalisation italienne. Il faut aussi relativiser le fait que depuis le début de l'année, les banques se portent bien, donc l'Italie se porte bien. Allez, on passe à la question macro de la semaine, une question qui me tient à cœur. La France est-elle vraiment un pays libéral ? Et en fait, je voulais demander si la France avait... Est-ce qu'on peut dire que la France... L'international, c'est pas... Wilfried Galland, est-ce qu'on peut dire que la France est un modèle d'économie marxiste ? La France s'approche quand même d'un modèle qui était le modèle qui avait beaucoup d'attrait dans les années 80 et 90, début des années 90, c'était le fameux modèle yougoslave. On disait tellement fameux qu'il y a vous qui le connaissez, mais c'est pas grave. C'était Tito, c'est ça ? Mais c'est parce qu'effectivement la profondeur historique se perd, mon cher Marc. Et effectivement, il y avait et il y a toujours en France cette volonté de se détacher des principes de l'économie libérale. Toujours. En fait, ce qu'on constate en France, on a eu 2 révolutions françaises. On a eu la première révolution de 1789 et on a eu la deuxième en 1791. La 1789, c'était la révolution de la liberté. Et tout le monde s'est dit, effectivement, quand on a regardé ce qui se passait en 1789, on peut avoir un modèle à l'anglaise, avec effectivement le libéralisme qui, je le rappelle, a quand même été inventé en France. Les Frédéric Bastiat, les Jean-Baptiste Say, Benjamin Constant, certes, il est suisse, mais en fait, il a fait sa carrière. Non, mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est qu'en 1789, et là, il faut aller jusqu'à 2025. On a pour toutes les missions. Et en fait, derrière, pour des raisons, et on va comprendre la relation avec la situation actuelle, pour des raisons liées à l'incapacité des élites françaises et du tissu économique à comprendre effectivement leur intérêt, on est passé à la révolution de l'égalité. Et ensuite... De l'égalitarisme. Exactement. Et cette égalité est devenue l'égalitarisme. Et donc le modèle français est un modèle qui n'est pas basé sur la liberté économique, qui est basé sur la puissance de l'État et du politique, qui décide pour tout le monde. Et on arrive effectivement à ce fameux modèle hybride, un peu, moi j'ai appelé ça effectivement le modèle yougoslave, ce modèle hybride qui dit non mais le libéralisme économique c'est pas terrible parce qu'on va quand même pas faire confiance aux individus, aux entrepreneurs pour créer de la richesse, on fait confiance à la puissance politique et puis l'économie s'ajustera. Et là aujourd'hui notre problème c'est que on commence à avoir le mur de l'économie qui se présente très très fort devant nous et l'économie peut plus s'ajuster à nos bêtises politiques. Et ça effectivement c'est un vrai sujet. Elle peut plus s'ajuster à nos bêtises politiques, elle peut plus s'ajuster non plus à notre système social qui lui parce que mais c'est notre système économique général, c'est-à-dire que le système et social. En fait, dans les 10 principes d'économie de Gregory Mankiw, il y a... non, c'est pas possible. Non, mais il cite des trucs qu'on ne connaît pas. Léa, non, mais il y a un point très important, et Marc, vous serez là-dessus d'accord avec moi. Marc, tu connais Gregory Mankiw ? Seul, bien sûr, le professeur d'Harvard. Il y a un point très important, la richesse d'un pays est proportionnelle
à la quantité de travail, à la productivité. Ah bah, et c'est ça, ça. effectivement, autant les Italiens l'ont compris, autant les Français ne l'ont jamais compris. Léa, objectivement, parce que bon, je fais un peu de provoque, mais je le pense quand même un peu, parce que je regardais, figurez-vous que cet été, j'ai relu Le Capital et le manifeste du Parti communiste de 1848 de C'est Karl bien Marx. ça, Marc, c'est bien ça. Et je me suis aperçu quand même que sur à peu près toutes les 10 mesures qu'il prenait, à part la liberté, la propriété individuelle, mais on va y arriver parce qu'à force de taxer les résidences secondaires et autres, finalement on attaque la Autour de propriété l'ISF. individuelle. Finalement, on cochait pas mal de cases. La gratuité d'éducation, gratuité de la santé, la redistribution, la taxation de la succession. Est-ce que j'exagère ? Alors, j'aime bien la provoque, mais on n'est toujours pas dans la dictature du prolétariat et l'abolition de la propriété Mais on n'a pas eu privée non besoin. plus. Attendez, je vous Mais arrête. sans une la seconde. dictature du prolétariat. Voilà, c'est ça, c'est que la dictature du On y est prolétariat, arrivé c'était sans pas un dictature. objectif, c'était un moyen d'arriver à cet objectif. On y est arrivé sans la dictature du Alors, prolétariat. Je réponds à deux questions. Pour moi, la vraie question, et c'est ce que tu disais, Wilfried, c'est face à ça, comment on sort là-dessus en créant un modèle soutenable. Aujourd'hui, effectivement, on voit bien la limite de notre modèle, qu'est-ce qu'on fait ou autre. Par rapport à ce que tu Non, mais moi, disais sur j'avais les une autre considérations question. politiques, non mais Est-ce qu'on j'arrive. Ok. Sur les considérations politiques, des données très intéressantes. En fait, on fait des modèles, mais on utilise des données. Il y a des bases géniales sur les démocraties et les polarisations des sociétés, les fragmentations des sociétés. Aujourd'hui, la France est le seul pays en Europe qui combine un degré de polarisation de la vie politique similaire aux États-Unis avec un degré de fragmentation des partis similaire à ce qu'on voit dans les autres économies de la zone euro. On n'a aucun autre pays qui est là-dessus. Combiné aux fragmentations de la société, encore une fois, c'est des chiffres. On est aujourd'hui dans la situation française avec un blocage politique. On peut mettre toutes les trajectoires de dette, de relance économique qu'on veut. C'est ce problème-là qu'il faut résoudre. C'est un problème politique de fragmentation et de polarisation. Ok, sauf que c'est pas vraiment. Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas un problème politique parce que de toute façon, même la droite est étatiste. Donc aujourd'hui, on a 80%, on va dire, des partis qui sont censés nous représenter, qui sont des partis qui prônent un modèle qui est un modèle étatiste. Bon, je caricature en disant marxiste, mais étatiste. Oui. Mais c'est pas tant ça aujourd'hui le problème. Le problème, c'est qu'on est tous bloqués. C'est qu'on est dans une situation, quel que soit le profil du parti et la source du parti. C'est qu'en fait, aujourd'hui, aucun parti ne s'entend pour avoir une situation commune. Mais moi, ma même... question, c'est aujourd'hui, vous, en tant qu'économiste, quand vous voyez ça, que je vous dis, regardez, on prend toutes les conditions qui font un modèle marxiste, vous dites non, il dit n'importe quoi, enfin, il exagère. Je dirais qu'on est dans une démocratie sociale plutôt qu'un modèle marxiste. Par contre, la question sur laquelle je pose, c'est comment ce modèle social-là, on le soutient à terme et que pour l'instant, on n'a absolument pas de marge, on n'a plus de marge de manœuvre. D'accord. C'est ça. Non, mais pour vous, la gratuité de la santé, la redistribution massive, la taxation massive qu'on va accroître, c'est pas un modèle socialiste, marxiste, c'est pas ça. Marxiste, je dirais pas jusque-là. C'est la toile de fond. En fait, là, vous avez totalement raison, Marc. Merci. Mais oui, ça arrive. Je suis la seule en opposition, d'accord. Non, mais c'est pour ça qu'il faut quand même le souligner. La toile de fond, voilà, chacun ses origines. La toile de fond, effectivement, une toile de fond mentale de marxisme en France, complètement. Qui vient de l'éducation, on se référence d'une contre-culture économique qui est terrible. Une zéro culture. Ouais. Non. C'est pas. Je suis pas d'accord. Non, c'est la culture marxiste. C'est une contre-culture. Parce que moi, l'argent est tabou aussi en France. Non, mais moi, j'entends beaucoup dire que, en fait, les Français n'ont pas une culture économique. C'est pas vrai. Non, ils ont une culture économique de gauche. Contre-culture je suis pas d'accord du tout. Quand vous avez vu que 68% des Français plébiscitent la taxe Zuckman, c'est ça, la contre-culture économique. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent strictement rien à l'économie, il n'y a aucune culture. Ça veut pas dire ça. C'est pas possible de croire. Non, ça veut dire qu'ils sont favorables parce qu'on les a biberonnés sur l'idée que de toute façon, un riche c'est mal, le profit c'est un gros mot, une entreprise c'est fait pour exploiter, et donc ils sont biberonnés à ça depuis le début, et donc je suis pas d'accord. Ils n'ont pas de culture, c'est ce que disait même Perlevat dans les Échos. C'est pas un manque de culture. Les différences deviennent des inégalités, les inégalités deviennent des injustices. Et surtout, ils n'ont aucune conscience du prix de ce qui est gratuit. Donc aujourd'hui, on devrait simplement déjà commencer par expliquer qu'est-ce que coûte une journée à l'école, qu'est-ce que coûte une journée en crèche, qu'est-ce que coûtent les transports en commun. Une journée à l'hôpital. Une journée à l'hôpital. On va à la pharmacie, c'est gratuit. Donc il y a, à mon avis, déjà très simplement une première étape en disant voilà le coût des choses et tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc peut-être qu'on peut passer par toutes ces données en plus qui sont certainement utilisables et disponibles pour informer déjà nos concitoyens sur... Léa va nous sortir de tout ça. De toute façon, votre idole, Marc Lombard, le ministre, a dit nous, on n'est pas un pays libéral, on est un pays protecteur. Bon, mon idole, c'est pas Lombard. Il avait dit sur RTL en début d'année, ce qui est complètement dingue, mais enfin bon.
Léa, vous disiez que le sujet, c'est comment on s'en sort. Oublions la politique et le blocage politique. S'il n'y avait pas de blocage politique, on sait comment s'en sortir. En soi, la réduction de la dette, elle n'est pas très compliquée à faire. Hein. On a, sans aller chercher des plans qui vont nous mettre par terre, entre 15 et 20 milliards qu'on tient sur 5 à 10 ans, oui, associés à des plans d'Européens qui nous mettent face aux enjeux de moyen terme, la défense, la transition, l'investissement. En fait, on les a. Hein, la feuille de route, on l'a, elle est dispo. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on a beau le mettre dans tous les sens, et même avec le futur gouvernement, quelle que soit la forme du gouvernement, on n'en sort pas tant qu'on n'aura pas de parti capable de se mettre d'accord. C'est une question politique aujourd'hui, le problème. Wilfried, la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'on est condamné ou est-ce que... évidemment, moi je me bats, on se bat, tous les entrepreneurs se battent, vous vous battez aussi, mais profondément, est-ce qu'on se dit globalement aujourd'hui, c'est vraiment plombé, quoi. C'est vraiment difficile. L'espoir... je pense que Eric... non, mais on s'en fout. Non, mais pourquoi on s'en fout? Pourquoi cette attaque intuitive personnelle permanente? Et Stéphanie aussi. L'espoir, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on parle à des entrepreneurs, on reprend espoir. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit qu'il y a quand même des gens qui arrivent à trouver dans un environnement d'une complexité, mais aussi d'une agressivité et d'une hostilité à leur égard, quand même quasiment sans égal dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, ils arrivent à trouver des moyens de créer de la valeur. Mais par contre, c'est vrai que sur le paysage politique français, là, j'ai vraiment du mal. De toute façon, très rapidement, je peux dire un truc quand même. Pardon, Eric. Le politicien qui dirait retraite à 70 ans, on baisse de 20% les dépenses de fonctionnaires, on réduit de 20% l'administration publique, le mec il fait 1%. Donc personne n'a envie de risquer ce genre de choses. C'est vrai. C'est vrai, mais il faut avoir le courage de ça. Oui, mais on n'est pas Reagan en 80 qui avait viré tous les aiguilleurs du ciel et qui avait dit on va faire une politique ultralibérale. En France, il ne faut surtout pas bousculer le kidam. Très rapidement, on va passer au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est cette révision à la baisse de la croissance mondiale. C'est l'OCDE qui l'a dit. Donc, elle met en avant quand même les droits de douane. Vous êtes d'accord? On va vers un ralentissement de la croissance mondiale? Ouais, en fait, ce qui est intéressant dans le rapport de l'OCDE, en fait, c'est pas un ralentissement naturel, cette bascule. C'est en fait, cette année, on a boosté un peu la croissance avec les effets anticipés des tarifs, investissement, stock ou autre. Donc ça a boosté l'année sur l'année 2025. Et en fait, 2026, on prend le choc de ralentissement. Okay. Donc on prend l'impact visible de ces tarifs, l'incertitude. Un point du rapport de l'OCDE qu'il faut noter, c'est l'inflation. L'inflation, elle a stabilisé sur des hauts niveaux et le risque, c'est qu'elle remonte. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, normalement, quand on a connu des booms, l'activité, elle ralentit parce qu'elle a fait ces effets-là. En fait, là, on masque quelque chose un peu à la croissance italienne. En fait, on reprend une croissance meilleure qu'attendue cette année. Par contre, les effets où on attendait le crack sur l'économie cette année, en fait, ils arrivent l'année prochaine. Et la bascule, c'est les États-Unis ont des projections d'inflation à 3 pour l'OCDE. Et so what? Ok, 2 ou 3 au final, oui. C'est pas un sujet. Mais c'est quand même une situation dans laquelle on arrive avec une inflation qui est stabilisée sur des hauts niveaux, dans lequel tous les facteurs nous disent qu'à terme, l'inflation sera encore plus élevée, et que si c'est une inflation qui est à 3% en 2026, la question reste ouverte, de 2025, elle est où? Et quand on connaît des chocs qui vont être de plus en plus fréquents compte tenu de la fragmentation, c'est des inflations qui connaîtra des pics peut-être autour de 4 et 5%. Donc pour vous, le sujet, c'est pas tellement la croissance, c'est l'inflation. Exactement. Qui aura un impact sur la croissance, évidemment. Vous êtes d'accord avec ça, Wilfried? Moi, je pense que le sujet de ralentissement, c'est le sujet d'une économie qui devient une économie de friction. Donc on met des frictions partout, à l'intérieur des pays et à l'extérieur avec les frontières. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement que l'économie mondiale devient de moins en moins efficace parce qu'on met des frictions dans tous les sens. C'est ça qui m'inquiète, effectivement. Et l'inflation, parce que ce que dit... Moi, je suis moins inquiet sur l'inflation. Moi, je me dis deux choses. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Moi, d'un côté, évidemment, il y a quand même le poids de la dette qui tire les taux d'intérêt vers le haut et qui crée, en fait, une forme d'inflation, notamment avec la baisse du dollar. Et de l'autre côté, moi, j'ai le sentiment qu'on va... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais peut-être que je me trompe, vers un ralentissement structurel. Vous évoquiez tout à l'heure pour l'Italie la démographie, et qui est un des facteurs. Et je me dis, entre les deux, en fait, lequel va gagner, en fait? Moi, je pense qu'on va être dans une économie de basse pression. Et une économie de basse pression, c'est rarement une économie qui est véritablement inflationniste. Voilà. Mais que le problème, c'est qu'on vit très bien dans une économie sous haute pression, parce qu'effectivement, tout le monde a intérêt à ce que ça aille de plus en plus vite et il y a de l'activité. Dans une économie sous basse pression, ça devient de plus en plus difficile. Mais je pense que les basses pressions générales vont entraîner également l'inflation à la baisse. Et ce que dit Léa, c'est-à-dire qu'on serait dans une sorte de parenthèse de baisse de la croissance, mais pas un retournement de la croissance à la baisse? Je pense que globalement, on est en tout cas, on crée aujourd'hui les conditions d'une croissance structurellement plus faible. Durable, exactement. Mais là, quand vous parlez États-Unis, vous parlez Europe, vous parlez... Partout.
Partout, parce que la croissance, c'est la fluidité dans les échanges de capitaux, dans les échanges de personnes, dans les échanges de biens, et on en met de moins en moins. À partir de ce moment-là, ça devient de plus en plus dur. Je vais avoir vraiment le scénario inverse, c'est-à-dire que tout le monde raisonne dans des scénarios de fragmentation. Oui. Les échanges s'éclatent, il y a des blocs ou autres. Ce qu'on oublie beaucoup de voir dans ces scénarios-là, c'est que ça nécessite, vu qu'on est dans un monde plus conflictuel, plus dangereux, des dépenses d'investissement qui sont massives, qui seront certes pour la défense, probablement beaucoup moins pour la transition. Et d'habitude, ces scénarios-là où c'est effectivement des croissances faibles parce que les échanges se segmentent, ils vont être en réalité doublés de ces plans d'investissement massifs qu'on n'aura pas le choix de faire. La question, c'est comment on le fait avec la dette. Et en réalité, ça va être un monde dans lequel il va y avoir structurellement plus d'inflation, une croissance qui sera plus élevée parce que ces dépenses d'investissement, qu'on les veuille ou non, seront nécessaires. Par contre, ça veut dire qu'il y aura une répression financière de toutes les autorités publiques pour faire en sorte que la hausse des taux d'intérêt que ça induit n'entraîne pas des cracks compte tenu des niveaux de dette qu'on connaît. C'est bien, on se suicide tout de suite. Allez, en deuxième partie de l'émission, où va la bourse, quelles allocations d'actifs et placements privilégiés, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions achetées ou vendre. À tout de suite. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse, des actions, des gérants. Léa, comment ça se passe? C'est bien? Très bien. Parce qu'il faut expliquer pour les gens qui n'avaient pas la première partie qu'elle vient d'arriver dans l'émission. C'est une nouvelle venue, donc ça vous plaît? On la visiter un peu, je sais pas, sur sa coiffure. C'est la ligne de conduite aujourd'hui, le visitage. Moi, j'en ai chaque. Eric Lewin en pleine forme, Wilfried Galland un peu inquiet sur l'avenir. Inquiet, absolument. Ouais. Stéphanie? On sent là. On sent le poids de la réflexion, de l'appauvrissement de la France, et Stéphanie toujours en forme. On passe tout de suite au marché, et au marché cette semaine, franchement, c'était un peu moyen. Des baisses autour de 1% à peu près partout, avec des volumes qui étaient quand même un peu réduits. Sur l'année, on a quand même, tu disais tout à l'heure Eric, on a le CAC qui est à 5, mais l'Italie qui est nettement plus forte. Ne parlons pas de l'Espagne aussi à plus 25 et l'Allemagne à plus 18 ou plus 18. Ouais, mais c'est bien. On est bien. Bon, non, mais il faut en parler. S&P 12%, Nasdaq 16%. Je rappelle que ramené en euros, ça fait pas grand-chose. L'Eurostock 12%, le Nikkei 15%. Qu'est-ce qu'on dit de la bourse? Vous dites quoi dans vos newsletters sur l'évolution à venir de la bourse? On entend tout ici. On entend des gens qui nous disent il y a une bulle de l'IA, il faut une correction, il va y avoir une correction de 20%, c'est trop cher. D'autres qui nous disent non, c'est pas cher parce que les boîtes qui tirent la bourse ont énormément de potentiel de croissance et de la trésor. C'est pas votre avis, Eric Lewin? Non, mais il y a deux phénomènes qui tirent la bourse. C'est la probable encore baisse des taux aux États-Unis. On attend encore 2 baisses des taux, même si hier le chiffre américain était quand même très fort sur la croissance américaine. Donc ça tire la bourse, c'est la première chose. Il y aura au moins une baisse des taux encore. Je peux t'interrompre. Tu ne penses pas que même on se projette sur les baisses des taux massives qu'il y aura en mai? Parce que j'ai l'impression que les 2 baisses des taux qu'il va y avoir de Powell, on s'en fout un peu. C'est-à-dire, c'est en mai. Quand il va changer de gouverneur avec un mec ultra pro. De président de la Fed, il va carrément sabrer les taux à 2%. S'il n'y a pas d'inflation. Mais même s'il y a de l'inflation, je crois pas. S'il y a un retour de l'inflation, ça va être très compliqué parce qu'il y aura la même chose qu'on avait vu sur les droits de douane avec le taux à 10 ans américain. Tu te rappelles que quand les droits de douane, il a fait des droits de douane massifs en avril, il y avait une forte flambée des taux américains. Donc Trump, il y avait Jamie Dimon qui lui avait dit écoute, t'arrêtes un petit peu ta politique. Donc moi je pense quand même que s'il y a de l'inflation qui repart, il n'y aura pas de forte baisse des taux. Et puis deuxièmement, bien sûr, l'intelligence artificielle, j'ai regardé que en fait c'est 40% du S&P 500 est tiré par l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a 30 boîtes de l'intelligence artificielle. Plus de 5%, c'est Nvidia. Exactement, une c'est seule Nvidia. boîte. Donc on est dans un espèce de délire. C'est vrai que c'est cher aux États-Unis, ça vaut 28 fois le S&P 500 alors que Paris est à 17 fois. Mais on a le sentiment que rien ne peut vraiment ébranler les marchés. Et moi je vois pas d'où pourrait venir le crack. Alors c'est sûr qu'on peut trouver peut-être comme en début d'année un DeepSeek en Chine qui fera en sorte qu'on va complètement disrupter l'intelligence artificielle, mais pour l'instant on voit rien. Ce qui est à noter, il y a peu de volume en ce moment. Le VIX reste entre 16 et 18, l'indice de la volatilité, ce qui est plutôt une bonne chose, mais quand il est faible, a priori il a tendance à monter, il n'y a pas d'opération financière, et on a le sentiment que même la tension qu'on peut voir sur les taux longs, notamment en France, on a quand même un 10 ans français à 3,58, tout le monde s'en fout complètement. À noter que ce qui est intéressant, c'est que maintenant on trouve des rémunirations de corporate français en dessous des 3,58, entre 3 et 3,5%. On en a fait un sujet. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant en fait. Les investisseurs préfèrent acheter des corporates français, des belles signatures françaises, raison. Que de la. Évidemment, puisqu'on va dans le mur. Il n'y a aucune réforme de fait. Sauf que la chance qu'on a. Les grandes entreprises sont mieux. Sauf que la chance qu'on a, c'est que les grandes caisses de retraite aux États-Unis ou au Japon n'ont pas envie de vendre la dette française pour le moment parce que le marché français c'est 3 milliards. Il est très étendu, il est très liquide, etc. Donc vous dites pour l'instant, je n'ai pas de signaux. Il peut y avoir une correction, mais je pense que
ça peut être un peu neutre. On peut le VIX bas, ça veut dire aussi que personne n'est couvert. Personne n'est couvert. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir... Expliquez ça. Ça veut dire si l'indice de la VIX, si l'indice du VIX est faible, ça veut dire qu'en fait l'indice de la volatilité, l'indice de la peur. Exactement. Ça veut dire qu'en fait personne n'a peur, et si personne n'a peur, personne ne se couvre contre une baisse. D'accord. Donc ça veut dire que si la baisse se déclenche, couvre, ça veut dire prendre une assurance contre. Prendre une assurance, et donc si la baisse se déclenche, elle peut être violente. Stéphanie, c'est quoi votre sentiment sur le marché en général? Après, on parlera de la valeur. Alors, il y a 7 300 milliards de dollars en monétaire aux États-Unis. Donc ça, je pense que ça reste déjà un bon indicateur pour se rendre compte de ce qui est mobilisable sur les marchés, alors qu'on est déjà effectivement sur des niveaux... C'est des niveaux élevés historiquement? C'est assez élevé, oui, tout à fait. Donc on a de la poudre fraîche pour réinvestir si on a des fluctuations, ce qui est souvent le cas dès que ça baisse un peu. En fait, les gens utilisent cet argent pour se repositionner un peu toujours sur les mêmes, effectivement, aux États-Unis. Donc, nous, on est effectivement plutôt serein. Il y a toutes les publications là, qui sont arrivées qui montrent pour le moment qu'on n'a toujours pas l'impact ou vraiment à la marge de ces tarifs. Sauf les small. Les droits Après, je ne parle plus. Les droits de douane. Des droits de douane. Donc voilà, il y a un certain peu d'attentisme. Il y a du bruit avec à nouveau Trump ce matin sur la pharma, l'auto, etc. Mais bon, il y a comme une sorte de neutralisation. On a maintenant les tarifs, on sait où on va, donc c'est pas de panique non plus. Léa, sur les taux, c'est quoi votre feeling par rapport aux taux aux États-Unis? C'est-à-dire que cette idée, moi je suis intimement persuadé, mais je me trompe souvent, donc c'est pas grave, que quand il y aura le nouveau patron de la Fed, on va baisser les taux de façon drastique aux États-Unis. Moi, j'ai plutôt le scénario dans lequel on a une hausse de l'inflation qui arrive et plus proche que ce qu'on voit. Elle est d'accord avec moi? Quelque part entre décembre et janvier, en fait, le pic d'inflation arrive et ça se commence déjà à se voir dans les prix. Et en fait, au moment où ils vont commencer à changer, en réalité, la croissance américaine va se reprendre. Le ralentissement de l'emploi, c'est pas si grave que ça. C'est plutôt quelque chose de normal. Et donc, au moment où il va y avoir le pivot des membres, c'est là où l'activité américaine va reboomer et qu'en plus, l'inflation va se reprendre. Et donc, je pense qu'il y a plutôt une phase d'attentisme. Je pense aussi que le marché est trop négatif aujourd'hui sur ces baisses de taux. Je pense qu'effectivement, le marché a suranticipé les baisses de taux de la Fed en suranticipant ce que ça veut dire une banque centrale indépendante. Donc ça militerait presque pour une correction. Exactement. Wilfried, on commence à voir les signes d'inflation aux États-Unis? Parce que moi, je ne les ai pas vus, mais... Il y en a un tout petit peu, sur les biens, il y en a, effectivement, sur les biens. Alors, je rappelle que l'inflation, ce n'est pas une hausse des prix. L'inflation, c'est une hausse auto-entretenue des prix et des salaires. Non, mais c'est important, parce une hausse ponctuelle, ce n'est pas l'inflation. Voilà, et pour la Réserve fédérale, c'est une hausse auto-entretenue des prix et des salaires. Ce n'est pas parce que les prix montent qu'ils vont avoir des alarmes d'inflation. Aujourd'hui, je ne vois pas des conditions d'augmentation durable et puissante des salaires aux États-Unis. Et donc, on va avoir Parce que pour vous, c'est ça l'élément majeur. Exactement. On va avoir un choc à la fois peut-être sur le niveau des prix, ça c'est assez possible, mais un choc également sur les salaires qui ne vont pas monter autant que prévu. Dans l'histoire, lorsqu'on a deux chocs comme ça qui sont dans un sens inverse, c'est souvent le choc sur les salaires qui l'emporte. Donc pour moi, effectivement, le sujet de l'inflation sera un sujet qui sera extrêmement ponctuel. Donc sera moins les droits de douane que les salaires pour vous. La question clé pour la Fed, c'est est-ce que le marché de l'emploi américain se fragilise plus vite que le scénario d'aujourd'hui? Léa dit non. Moi, je pense que oui. Ok. Bah voilà. On a les small caps, on n'a pas parlé de 45% d'eau sur le CAC Small. Vas-y, Eric. On va parler de l'allocation d'actifs. D'accord. On y va, on arrive. Elles viennent, les small caps, Eric. Mais j'ai peur que Wilfried nous on passe tout de suite à l'allocation d'actifs et Eric Lewin qui est très impatient. Il trépigne, il va pouvoir nous parler. Alors, Eric Lewin, dans le contexte actuel, comment investir? Quelle classe d'actifs doit-on privilégier? Et pourquoi les small caps va nous dire, comme depuis 5 ans. Non, je pense qu'il faut. Mais cette fois, il a raison. Je pense que les obligations corporate françaises, c'est très bien. C'est entre 3 et 3,5 sur des très belles signatures. Je pense qu'il faut y aller. Je suis un peu plus mitigé quand même sur les valeurs françaises. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir une petite correction là, ponctuelle, peut-être de 7 à 8% sur le vous CAC. Dites c'est le CAC? Oui. Ouais, les grandes valeurs françaises. Ouais, j'ai le sentiment, parce qu'on a l'impression... il n'y a plus tellement de catalyseurs. Et moi, je regardais par exemple le monde des small et mid. Il y a eu beaucoup de publications très décevantes, notamment liées aux droits de douane, de l'Interparfum, du Guillemot, du Beneteau, qui dit finalement notre résultat d'exploitation va être amputé de 10 millions d'euros à cause des droits de douane. Donc je me dis que comme on a un marché en plus qui vaut 17 fois les bénéfices, qui n'est pas non plus donné, que la défense qui a énormément tiré le marché, de même que les banques,
Alors, s'essouffle un peu. Ça s'essouffle un peu et que le luxe prend pas vraiment le relais parce qu'on se rend compte que du côté de la Chine, c'est pas encore Byzance puisque je crois que l'OCDE parle de 4,5% de croissance en 2026. 4,4. Ben, je me dis qu'on peut peut-être un petit peu consolider à Paris avec toujours un biais que j'aime bien sur les small caps, mais il y a moins d'opérations financières. Donc pour une fois, je suis un peu mitigé sur les actions. Même sur les small caps. Un peu mitigé. Il y a toujours des belles. Parce que je rappelle quand même. Alors, on va vous donner ce crédit-là, que ça fait des années que vous nous parlez des opérations financières sur les small caps, et qu'il y en a eu beaucoup. Et que vous avez listé pas mal, d'ailleurs, qui ont eu lieu. Donc, bravo. Donc là, vous nous dites qu'il y en aura moins ? Je dis on sent vraiment qu'il y a un attentisme. Et en France, le problème, c'est que les small caps, comment vous avez envie d'investir alors qu'il n'y a pas de gouvernement, que le Cornu n'a rien fait pour l'instant, que la dette publique augmente. Le gros problème en France, on parlait tout à l'heure du gouvernement, le gros problème, c'est qu'il y a un attentisme aussi bien des ménages, épargne à 20% du revenu disponible, mais également des entreprises qui ne veulent plus investir. Donc on a un vrai problème par rapport à ça. Juste une question, vous disiez que pas mal de gens mettaient en avant des entreprises, les droits de douane pour justifier des résultats qui étaient moins bons. C'est pas un peu une excuse, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre cause à leur résultat. Ou est-ce que c'est vraiment les droits de douane ? Les ESN, il n'y a pas de droits de douane, donc c'est le ralentissement en Europe. Mais prenez une boîte comme Robertet qui est dans les arômes, qui fait 30% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Évidemment, ils sont touchés par les droits de douane. Okay. Interparfum, 30% aux États-Unis. Évidemment, ils sont touchés par les droits de douane. Donc bien sûr qu'il y a le ralentissement conjoncturel, mais le phénomène de droits de douane commence quand même à se voir de plus en plus. Si on vient chez la financière d'Uzès pour faire gérer son argent, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous donne comme allocation ? Je vous rappelle quand même que vous avez quelqu'un qui vous challenge à chaque fois qu'il vient, c'est Alain Pitou qui nous fait un travail sur les allocations. Mais c'est-à-dire que comme il travaille plus beaucoup, il a que ça à faire. Il fait du vélo, il fait des allocations. On l'adore. Alain, pardonne-nous, on t'embrasse. Voilà, ça suffit maintenant. Je vous demande de vous arrêter. Exactement. On va. Alors nous, on est à une maison de titres vie, donc on a quand même beaucoup d'actions en direct dans les comptes de nos clients et on ne peut pas ne pas avoir les Air Liquide, les Schneider Electric, les Saint-Gobain, des Safran, Airbus, qui sont des valeurs qui sont mondiales, même si aujourd'hui on dit que c'est la France et aujourd'hui quand même plus que 15% du chiffre d'affaires du CAC 40 en France, je crois, à peu près. Donc on va surtout garder ça. On va évidemment aller chercher un peu de ces fameuses GAFAM qui sont aujourd'hui, malgré tout, toujours à nous surprendre en bien, publication après publication. Et puis, on va aussi s'exposer à d'autres zones comme le Japon. Le Japon a honnêtement, je pense, fait une très belle performance depuis le début de l'année. On est à plus de 15% sur l'indice Nikkei. Et les perspectives de ces sociétés, il y a beaucoup de sociétés familiales qui se développent très bien. Aller en Asie aussi, acheter peut-être tout simplement du tracker Chine, du tracker Asie excluding Japan. Un peu d'or, parce que même si on est sur les plus hauts, aujourd'hui on est dans un contexte de volatilité géopolitique très compliqué, et les gens ont envie et besoin de ça. Un peu de Bitcoin qu'on peut acheter par le biais de tracker aussi. Et puis simplement... Un peu de Bitcoin, vous, le financier Oui, moi on met un peu de tracker Bitcoin à la marge, mais ça reste effectivement... nos clients nous les demandent en plus, hein, c'est une réalité, quel que soit leurs âges en fait. Et puis effectivement, on peut simplement mettre du Stock 600, du MSCI World. Et aujourd'hui, si j'avais quelqu'un qui arrivait, je lui dirais d'y aller effectivement, peut-être un tiers aujourd'hui et puis un tiers on y va par petites touches parce qu'effectivement, on a de l'attentisme peut-être à avoir. On va passer tout de suite, merci. On va passer tout de suite au top ou au flop. Wilfried, top ou flop cette semaine ? Ouais, je vais quand même essayer de nous remonter un peu le moral. Allez, moi, ce qui m'a... On en a besoin, c'est le week-end. Voilà. C'est le seul qui parle sans notes tout le temps. J'ai remarqué, je regarde toutes vos émissions, le seul qui n'a jamais de notes, c'est Wilfried. Ça vient de... Mon top, il vient de Chine, en fait. La Chine a accepté à l'OMC de ne plus se voir appliquer pour les futures négociations le statut de pays en développement. C'est quelque chose qui avait beaucoup été demandé, qui relance un petit peu l'espoir dans le commerce international, justement, les actions multilatérales. Alors, on sait qu'ils refusent évidemment de se voir rétroactivement enlever ce statut pour les négociations passées, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Pourquoi ils demandent ça, en fait ? Mais moi, je me suis posé la question, j'ai pas bien compris, en fait. Parce qu'en fait, quand vous avez le statut de pays en voie de développement, ça veut dire que vous êtes traité de façon très spécifique et donc vous pouvez déroger à énormément de règles sur l'application des normes, sur l'application des dérogations. Justement. Pourquoi ils se coupent de ça ? Il faut dire que c'est un statut privilégié. C'est pour justement montrer à ceux qui veulent agréger autour d'eux qu'en fait, eux sont un pôle de responsabilité, qui comprennent désormais qu'il faut effectivement avoir un nouveau shérif, ou en tout cas quelqu'un qui va organiser, qu'eux se positionnent comme ça, comme étant l'acteur raisonnable. Et c'est finalement au moins une nouvelle. Alors on va voir comment ça va se dérouler, mais c'est assez drôle quand même de voir que c'est plus drôle qu'une bonne nouvelle, quoi. C'est plus un gag, quoi. Mais au moins, je trouve que pour le clin d'œil, c'est quand même sympathique.
Stéphanie? Alors moi, c'est un potentiel flop. C'est un article de The Economist du week-end dernier qui met en lumière le traitement comptable de tous les investissements faits dans l'intelligence artificielle des GAFAM. C'est-à-dire qu'en 2024, on a eu $1 milliard de dépenses dans l'IA, en serveurs, en logiciels, etc. Et donc, 1000 milliards, non? 1000 milliards. Oui, c'est ça, vous avez dit 1 milliard. Ah, j'ai dit 1000 milliards, oui, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, les Amazon, Microsoft, Alphabet Co., ils ont allongé la durée d'amortissement de leurs puces de 5 à 6 ans. Ouais. Et on a quand même un Nvidia qui nous a annoncé très fièrement que la nouvelle puce Blackwell, on pourrait mettre les autres à la poubelle et que ça pouvait être très violent. Donc simplement, si on repasse à 1 an de moins, que donc on amortit sur 4 ans, déjà de passer de 6 à 5, puis de 5 à 4, ça a un impact de 280 milliards à la baisse sur les résultats de tout ce petit groupe-là. Si on descend ça à 2 ans d'amortissement, là, on a pratiquement l'équivalent de 4000 milliards d'impact sur la capitalisation. Donc, bon, ça met un peu en lumière quand même les montants colossaux qui ont été investis dans ce secteur et va falloir que ça délivre. Hein, et donc peut-être qu'on peut se positionner pour le moment plutôt encore sur Nvidia, Broadcom et ceux qui sont autour de ces infrastructures parce qu'il va falloir que les GAFAM, la rentabilité, elle soit réelle. Intéressant. Eric, top ou flop? Le constructeur préféré de mon ami Wilfried, Porsche, qui a fait le 3e profit warning de l'année. C'est un désastre. Hein. C'est un désastre. Le titre a été divisé par 2 depuis son IPO il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il parlait d'une rentabilité de 20% en opérationnel. Ils vont faire cette année 2%. C'est-à-dire que c'est même plus un constructeur de luxe, ça va être un espèce de constructeur haut de gamme. Franchement, il y a de gros problématiques. Alors pourquoi ? Parce qu'en Chine, il y a une concurrence effrénée, parce qu'ils stoppent complètement dans les véhicules électriques, parce qu'ils se rendent compte que c'est plus du tout l'Eldorado, que ça va leur coûter beaucoup. Et donc, c'est un flop gigantesque. Et la grande problématique, c'est que même divisé par 2, le titre est encore cher, avec un peu 17, alors qu'en général, les constructeurs automobiles, on les paye entre 5 fois et 8 fois. Et donc, ce qui est dingue, c'est qu'il y a 3 ans, sur tous les plateaux télé, quand ils se sont introduits, on disait, bon alors, Eric Lewin, vous allez nous parler du match Porsche-Ferrari. Maintenant, il n'y a plus de match. 2% de rentabilité pour Porsche, 30% pour Ferrari. Wow. C'est plié. Que va devenir Porsche ? Il va venir vers les BMW, les Mercedes. Ça va être plutôt un constructeur de ce type. Du coup, est-ce qu'il faut acheter encore des Porsche ? Je ne sais pas, parce que j'ai le sentiment que le prix des modèles ne baisse pas. C'est-à-dire qu'ils ne font pas... en plus, il y a un malus monstrueux. Un moins monstrueux si on achète une... Donc ça a changé vos habitudes d'achat ou pas ? Oui, exactement. Je n'achèterai plus de Porsche. Ah, mais là, il n'achète pas de Ferrari. Alors là, on a un scoop qui va être repris par la FP. Je préfère Ferrari. Eric Lewin ne va plus acheter de Porsche. Marc, c'est quand même beaucoup plus classe Ferrari, non ? Vous qui êtes un connaisseur. Moi, je connais rien. Moi, je roule en Clio. Donc. Léa, flop ou flop ? Flop, et puis je pose la dernière pierre sur la situation française. On a beaucoup parlé du downgrade de Fitch de la France. On a quand même eu Morningstar, DBRS la semaine dernière. On en est au 2e rating. On a 3 agences qui suivent. Et en décalage avec ça, en plus, le décalage total des données PMI, donc des données d'activité et de sentiment, la zone euro est dans un gros rebond tiré par l'Allemagne. La France décroche encore. Toutes les enquêtes le montrent. Et donc le scénario de fin d'année, dans ce contexte politique qu'on a posé, c'est non seulement une France qui stagne, mais une France qui décroche. Super. Et donc si je boucle, c'est la France et l'Italie des années 80-90. Ah, sympa. Et bon week-end à tous. Hein. Allez, on va remettre Toto. On va remettre Claudia Cardinal est morte. Toto Cardinal. Ça, c'est une vraie. Ça, c'est triste, Claudia Cardinal. Ça m'a permis. C'était votre idole, Marc. C'est un peu votre jeunesse, le guépard. Ça m'a permis de revoir. Bon, je peux prendre le contrôle de l'émission, là, c'est bon ? Non, on parle pas de belle brune. Après, il dit, voilà, c'est pas sérieux, machin, on me charrie tout le temps, et il met le bordel dans cette émission. Alors qu'en fait, c'est hyper sérieux. Mais là, vous avez un autre plateau, là, parce que vous êtes dans toutes les émissions, j'ai vu sur BFM, vous avez un autre plateau. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Lundi, oui, lundi, je reviens. Allez, on passe tout de suite au top 3. Top 3, toujours, votre camarade. Les stars. La star de Montpensier Herbevel. Mais qu'est-ce qu'il a pour faire 40% depuis le début de l'année ? Franchement, il a un super beau. Il a du Excel technologie, il a des super valeurs. Sébastien Lalvé, Céline Picmal qui surfe sur la vague des minières, et Frédéric Rosier. Et maintenant, je vais m'attaquer au Jérôme. Donc je vais aller chercher ma petite feuille sur laquelle on est nul, portefeuille. Non, parce que toi, oui, mais Stéphanie, elle est pas si mauvaise que ça. Alors, il faut juste que je retrouve ma feuille, ça va venir. Est-ce qu'on peut m'afficher le... Je crois que je suis à 24, moi. Je suis pas si. Allez, on y va. Stéphanie, c'est bon. J'ai votre portefeuille. Vous êtes à 23,6%. C'est pas mal. C'est pas si mal. Non, vous n'êtes pas loin. Donc vous avez du L'Oréal. Je garde. Vous avez du Vision Group. Alors ça, c'est magnifique. Ils ont relevé leurs objectifs de chiffre d'affaires de l'année de rentabilité. On garde.
Vous pouvez nous en parler 2 secondes, parce que bon, il se trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour le dirigeant de cette boîte. C'est quand même une boîte, mais totalement hallucinante. Vous pouvez expliquer juste pour les gens qui nous écoutent. Bien sûr. Alors, Parce que moi, on l'a connu, il capitalisait 150 millions d'euros. Et c'était pas il y a 25 ans, hein, c'était il y a... C'est Thierry Gadou. le leader mondial des étiquettes électroniques pour la grande distribution. SES Imagotag. SES Imagotag, et qui a un client magnifique qui est Walmart, qui a permis l'envolée de Vusion Group. Et il permet en fait de digitaliser tout le magasin avec une optimisation des remplissages des rayons, du picking, pour vraiment rendre le magasin un lieu vraiment à la croisée du digital et du physique. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, sa philosophie, il y a quelques années quand je l'avais rencontré, c'est de dire l'avenir de l'e-commerce, ça sera le commerce physique. Physique, exactement. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont pris les étiquettes dans les magasins physiques et ils ont fait basculer les magasins physiques dans l'e-commerce, c'est-à-dire que et du coup, dans les étiquettes, par exemple chez Walmart, s'il y a des mouvements sur Internet, de la concurrence ou autre, ils modifient instantanément. Puis il y a plein d'autres choses. C'est juste incroyable. Et la boîte, elle capitalise plus de 4 milliards. C'est-à-dire que quand je vois franchement, ce qu'on nous emmerde avec ces fausses licornes qui valent plus d'1 milliard, qui perdent de l'argent, qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je me dis franchement, on devrait saluer ce type d'entreprise comme Excel. C'est un peu chéro quand même. Non, mais on peut avoir... après, c'est pas le sujet. Ouais, non, mais bien sûr, c'est une success story exceptionnelle. C'est pas chéro, mais il y a un potentiel qui est gigantesque, il y a tout le marché. Allez, Lumibeurre. Et le management juste a quand même très confiance parce qu'ils viennent de racheter les titres de leur holding. Hein, donc c'est quand même signe qu'il y a... Lumibeurre, on garde. Lumibeurre, ils viennent de faire une très bonne publication aussi. Dassault Aviation. Alors on devrait plutôt faire des drones, mais ça reste une très bonne thématique. Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, on garde. Elena Santé, la Pierre et Vacances, vous connaissez bien ça. Oui, j'en ai aussi. C'est ma destination préférée, c'est ça? Vous avez envie de dire ça alors? Elena Santé. Elena, c'est un peu la meilleure des publications du secteur, mais même Exosens, si c'est un peu Exosens, très bon. CGG, vous me dites juste si vous gardez ou pas. Alors c'est Viridien maintenant. On garde. Alibaba, excellent. Bilandi, la Française de l'énergie et Vicat. Qu'est-ce qu'on achète, Stéphanie? Alors, on va acheter, je vais aller contre Eric, je vais acheter du Robertet. Non, j'aime bien Robertet. Moi, j'ai simplement dit qu'ils étaient contraints par les droits de douane. Oui, exactement. Alors, c'est quand même le leader mondial de la chimie et des arômes naturels pour la parfumerie et tout ce qui est cosmétique. C'est une capitalisation d'1,7 milliard et ils ont fait une très très bonne publication au premier semestre. Alors, certes, peut-être qu'il va y avoir les droits de douane, c'est sûr, mais aujourd'hui, acheter Robertet autour de 800 €, je trouve que c'est un très bon prix pour une magnifique société familiale. Il y en a une autre. Vertiv, là, je vais dans le sens de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que Vertiv, c'est le leader dans les infrastructures critiques pour l'IA. Donc, eux, ils ont des technologies qui vont permettre l'efficience énergétique de tous ces data centers avec des technologies de refroidissement par l'air et l'eau qui permet souvent des gains d'efficacité de 30 à 90%. Et donc, c'est une société qui est très, très importante dans ce secteur et incontournable. Merci. On passe tout de suite au portefeuille d'Eric Lewin. Eric, vous êtes prêt? Ouais. On a du Dassault Systèmes. On garde. On a du Vallourec. On garde. On va du Accor. On garde. Du EPC Group. On garde. Du Compagnie de l'Odé. Non, on garde tout. Du Bastide. On garde tout. IP, on garde. Et Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, donc vous êtes d'accord avec Stéphanie? Bien sûr. Je trouve que c'est pas très cher. Je comprends pas que les investisseurs se bousculent pas sur le titre qui est vraiment pas très cher. Bon, après, le secteur, il n'est pas non plus aussi. Si, ça marche bien. Mass market, ça marche bien. Enfin bon. D'accord. Vous y allez, vous? Pardon, je vais y aller un peu de temps. Ouais, je vais au Center Park. J'y vais ce week-end, Marc. Je vous invite. D'ailleurs, vous venez avec moi. On va faire du vélo et il y en a un à Saint-Tropez ou pas? Allez, qu'est-ce qu'on achète? Atos. On achète Atos. La restructuration financière s'est très bien passée. Ça a complètement squeezé les petits actionnaires. La dette nette n'est plus que de 1,6 milliard. Ils vont faire 9 milliards de chiffre d'affaires cette année. Ils vont faire autour de 4% en termes de marge opérationnelle courante. Et en fait, c'est pas cher du tout. Quand on fait la VE sur ROC, on a des niveaux de 6 sur 2025, 4 sur 2026. Ils ont bien restructuré la boîte. Ça a rebondi ou pas du tout? Ça a pris 90% depuis le début de l'année. Ouais. Mais pour moi, c'est pas cher du tout, même autour de 50 €. D'autant plus qu'ils viennent de conclure un gros contrat dans la cybersécurité de 300 millions avec la Commission européenne. Donc je pense que Philippe Salle fait un excellent boulot. Il a remis 15 millions perso dans la boîte. Donc je pense qu'Atos, faut y aller. C'est vrai que je l'avais en portefeuille à une époque, je m'étais fait complètement massacrer, mais là je reviens sur ce dossier parce que ça vaut moins d'1 milliard de capi. Et je pense que ça y est. C'est quoi votre objectif? Ça peut valoir. Ça peut doubler. Okay. Non, parce que c'est pas parce que ça a déjà doublé, vous dites. Oui, ça a déjà doublé. Enfin, en 5 ans, ça perd 99,9%. Donc, si vous voulez, il y a vraiment beaucoup de chemin à récupérer après l'ère Thierry Breton qui n'a pas été des plus fameuses. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on peut revenir vers 2 milliards de capi.
Ah ouais. Mais vous devez être un des rares, non, où les gens sont à nouveau à l'achat. Non, ça recommence à revenir un petit peu. Parce que les gens ont peur de se Mais vous savez, c'est toujours pareil. En fait, Ouais. les sociétés, quand elles ont beaucoup baissé, plus personne n'est dessus. Les particuliers se sont fait rincer. C'est justement à ce moment-là que c'est intéressant. Kering à 170 €, personne n'en voulait. Et à 250, à 270, les gens se disent tiens, et si on achetait du Kering? Donc c'est à peu près la même chose. Il faut être un peu contrariant de temps en temps. Et sur Kering, vous êtes toujours positif? J'étais positif à 170. Je pense qu'on peut aller à 300 €. Maintenant, il faut voir Luca Di Meo, quel va être son vrai plan stratégique qui va être annoncé en mars prochain. Léa, ça vous a plu? C'était super. Vous reviendrez? Avec plaisir. Vous m'invitez? Bah, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui, cette fois-ci, sera vraiment exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous voir, nous réécouter en replay et en podcast sur toutes les bonnes plateformes et la plateforme BFM RMC Play. Il faut combattre un nouveau record en 2025 et je compte sur vous. C'est votre argent sur BFM Business.